On est ravis de vous accueillir sur ce premier webinaire du collectif créatif des territoires que nous sommes, Annabelle Puget, Nicolas Lebert et moi-même, Léna Bouzenberg. On se présentera un tout petit peu plus dans le cadre du déroulé de cette présentation. Pour vous parler d'un travail qui a été réalisé par Annabelle et moi, et d'autres collègues évidemment, dans le cadre d'une réflexion de stratégie territoriale commanditée par la MEL. Et on a le grand plaisir d'avoir François Barbet parmi nous aujourd'hui. Bonjour François, fais-nous un petit coucou, voilà, qui représente la MEL et qui nous donnera aussi son point de vue sur la façon dont s'est déroulée cette mission. On va commencer peut-être par un petit tour de table, Annabelle. Alors oui, je continue à admettre les gens qui arrivent au fur et à mesure. Et peut-être que le plus simple, plutôt que de faire un tour de table à l'oral, c'est que chacun puisse écrire dans la conversation et dans le chat prénom, nom et vos métiers et fonctions, ainsi que l'organisme dans lequel vous travaillez, et pour qu'on puisse adapter notre discours au mieux par rapport à vos attentes, qu'on puisse savoir un peu ce que vous êtes venu chercher en écoutant ce webinaire ici. Donc voilà, on laisse 1 ou 2 minutes. Si vous voulez, oui, voilà, vous mettez votre pédigré, pédigré sur le... Non, c'est pas du tout, oh là là, c'est juste pour qu'on comprenne mieux quels peuvent être vos centres d'intérêt. Merci Benjamin et Léa qui a lancé, voilà. Qui a lancé le mouvement. Mais pendant ce temps-là, nous, on peut peut-être quand même du coup se présenter un peu plus, Annabelle, si tu veux. Hop. Ah, c'est moi qui démarre? Allez. Bon, je sais pas, vas-y. Et donc du coup, moi je suis designer et architecte de formation, et après avoir été maître d'œuvre pendant 5 ans, je suis maintenant, je me suis intéressée au design thinking tant sur l'outil que ça peut être pour la conduite du changement dans différentes entreprises, dans différents secteurs, que l'outil génial que c'est pour la participation citoyenne et le fait de pouvoir croiser les expertises sensibles et techniques. Léna, je te passe le micro. Et donc moi, je suis programmiste urbain. Au moment des faits de cette mission que nous allons vous présenter aujourd'hui, j'ai été directrice d'études dans un cabinet. La moitié, et puis si tu me appelles la moitié, je veux bien. Pardon? Alors, n'oubliez pas de couper éventuellement les micros. Voilà. Donc je disais, pendant cette mission, j'étais directrice d'études dans le cabinet Attitude Urbaine, qui a été missionné par la MEL pour réaliser cette étude. Et c'est à ce moment-là que s'est créée la collaboration avec Annabelle et qu'on a pu inventer pas mal de jolies manières de travailler. Et c'est pour ça qu'on avait envie de partager cette expérience avec vous aujourd'hui, parce qu'elle a été extrêmement fondatrice pour nous aussi, et aussi pour cheminer vers la création du collectif. Et j'enchaîne rapidement, même si ma trombine n'est pas sur la diapo. Donc moi, je suis Nicolas Lebert, donc membre fondateur avec Léna et Annabelle, justement, du collectif créatif du territoire. Et moi, ancien consultant en innovation, ça fait maintenant, j'ai fait un petit peu un switch professionnel et je me suis impliqué depuis une dizaine d'années sur les sujets de la ville citoyenne et de la fabrique collective des territoires. C'est-à-dire comment on utilise entre autres l'intelligence collective et le design, ce qui nous rapproche en tout cas aujourd'hui avec Annabelle et Léna, pour accompagner la coopération dans des projets de territoire, créer de l'intelligence et des coopérations entre des acteurs différents pour relever leurs défis. Indispensable à savoir. Et je vais vous dire en 2 minutes, avant de laisser la parole à Léna et Annabelle, on va vous dire ce qu'est le collectif créatif des territoires. En gros, c'est un collectif d'experts, un collectif de professionnels en tout cas, parce qu'il y a nous 3, et puis il y a d'autres personnes avec qui on travaille en partenariat qui ont
cet attachement au territoire, cet attachement à l'intelligence collective en se disant voilà, comment on peut grouper nos expertises. Comme vous le voyez, on a tous les trois en tout cas des parcours différents, donc des points de vue différents et complémentaires sur ces sujets. Et c'est ce qu'on veut essayer de faire avec ce collectif-là, créer un réceptacle un peu d'expertises différentes pour, adresser des défis locaux liés aux transitions, c'est-à-dire comment localement on arrive à mettre en mouvement des collectifs, que ce soit des collectivités, entreprises ou associations, pour penser hors cadre la fabrique de la ville et des territoires. Comment on s'appuie, parce que nous, on en est convaincus, comment on fait de la mobilisation collective et citoyenne autour de ces défis, en se disant il faut casser les silos, il faut faire de la transversalité, donc on doit créer des groupes citoyens, mais avec multiples acteurs pour co-construire, concrétiser des solutions. Et voilà, et l'idée, c'est vraiment d'apporter des vraies solutions sur des projets extrêmement concrets qui améliorent le quotidien des gens avec des nouvelles méthodes de travail. Et l'idée, c'est de ces méthodes de travail, nous, on est là pour les mettre en œuvre ou les expérimenter, intenter, mais l'idée, c'est que les territoires sur lesquels on intervient puissent s'approprier tout ça. Donc, on est dans cette logique un peu de transmission de ces nouvelles méthodes. Peut-être la diapo suivante. Donc, en gros, voilà, nous, on intervient auprès de territoires très différents, des territoires, là, on va parler d'une grande métropole, on peut intervenir pour des territoires ruraux, et à chaque fois, l'idée, c'est comment on arrive à identifier un défi, puis mettre en place une stratégie collective, une approche collective par les méthodes de travail qu'on souhaite impulser avec de la transversalité, pour mettre en mouvement des gens, mettre en mouvement des projets. Et donc, nos méthodes, l'idée, c'est, vous voyez ces petits dessins, c'est fait par une justement des partenaires du collectif qui est facilitatrice, c'est comment on apprend à mieux se connaître autour de nos projets de territoire, comment on s'approprie collectivement les sujets, comment on se mobilise, comment on commence à construire parfois des petites choses, mais qui vont derrière pouvoir permettre d'aller sur des projets un peu plus complexes. Et donc, nous, c'est ce qu'on essaye d'impulser avec cette logique à chaque fois de comment notre processus collectif, il aboutit forcément à des solutions assez concrètes, et c'est ce qu'on verra quand Léna et Annabelle partiront du design un petit peu plus tard, mais c'est ça qu'on essaye de faire. Et l'idée, c'est vraiment de se dire comment on met le facteur humain au cœur des projets, pas juste comme si le participatif est une des dimensions, c'est en fait comment on pense le projet d'entrée sur cette logique collective et qu'on va construire la démarche autour de ça. Donc nous, on est vraiment habité par cette mobilisation citoyenne, une logique d'innovation sociale, de design de services, et aussi cette volonté d'impliquer un maximum de gens différents. C'est des acteurs publics, c'est des citoyens, mais c'est également comment on met les opérateurs économiques autour de la table. Donc c'est essayer en tout cas de travailler sur cette intelligence collective assez large pour fédérer et faire sens autour de projets les plus concrets possibles. Et donc vous verrez, on vous enverra le support pour ceux qui le souhaitent. On collabore avec des acteurs très divers, collectivités, bailleurs sociaux, entreprises, qui ont des enjeux de territoire et qui veulent mettre l'intelligence collective et le design au service de ces projets. Voilà, je m'arrête. J'ai été assez long. Je passe la parole, je passe la balle à Annabelle et Léna. Allez, je récupère la balle. Parce que du coup, aujourd'hui, donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on applique la démarche du design sur des projets de stratégie territoriale. Mais déjà, on a décidé de vous raconter un peu ce qu'est le design avant de pouvoir avancer plus sur comment est-ce qu'on l'a mis en œuvre. Donc déjà, juste pour l'étymologie, le mot design, il est apparu en 1712 dans la langue anglaise, alors que le mot dessiner a été divisé entre dessin EIN et dessin IN en 1750. Donc nous, on est vraiment dans une démarche qui réunit la conception et la réalisation, le fait de pouvoir se questionner sur le sujet qui nous est donné pour pouvoir générer des concepts et des idées abstraites, certes, mais qu'on va devoir délivrer sous forme d'un résultat concret, tangible, qu'on sera en mesure de mettre en œuvre. Donc, c'est vraiment cette vision-là du design qu'on a. On n'est pas seulement sur l'aspect esthétique, mais vraiment sur l'aspect global du projet. Et bien évidemment, on est en train d'avoir une vision du projet qui est centrée sur l'usager. Que l'usager ne soit pas en train de se demander pourquoi est-ce que les choses ont été faites comme ci ou comme ça, mais vraiment qu'il puisse vivre le territoire, vivre les expériences que vous leur proposez,
le plus simplement possible, le plus facilement possible, sans se dire mais là je suis perdu, qu'est-ce que je veux faire, quel est mon objectif de départ? Et vraiment notre but c'est de faciliter la vie des gens et, euh, et pour ça on fait appel donc à cette démarche de design qui est une démarche certes collective, collaborative, participative, mais surtout elle l'est parce que on a besoin d'avoir une vision systémique du sujet et donc une équipe pluridisciplinaire pour aborder ce sujet. Et quand on parle d'équipe projet ou d'équipe pluridisciplinaire, on parle à la fois, bien sûr, de la maîtrise d'ouvrage, mais aussi de la maîtrise d'œuvre, des AMO, de tous les acteurs qui peuvent être impliqués et qui peuvent nourrir le projet, que ce soit de leur savoir, de leur savoir-faire, de leurs expériences, de leurs expertises, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient sensibles. Et c'est en ce sens qu'on apporte autant d'importance aux apports des usagers et des habitants qu'aux apports des techniciens. Pour composer cette équipe, alors on a souvent des gens qui ne se connaissent pas, mais malgré tout, avoir ces 10 caractères au sein de l'équipe, c'est vraiment quelque chose qui permet de se dire qu'on couvre tous les champs de réflexion sur un sujet. C'est issu du livre 10 Faces of Innovation de Tom et David Kelley, fondateurs de IDEO, agence de design à Palo Alto, et de la D-School de Stanford, l'école de design. Donc, il y a des profils apprenants comme l'anthropologue, l'expérimentateur ou le pollinisateur qui va faire en sorte que tout le monde se comprenne autour de la table. Et c'est pas parce que anthropologue n'est pas notre métier qu'on peut pas avoir une appétence pour comprendre l'humain, même si on aime avoir des anthropologues autour de la table dans les démarches de design. Ensuite, il y a les profils qui organisent, donc le sauteur de haie qui verra tous les obstacles comme autant d'opportunités, le collaborateur et le directeur qui cherchera toujours à ce qu'on aille plus loin avec ce projet et qu'on fasse toujours mieux pour l'ambition et la réalisation du projet. Et ensuite, il y a les profils qui construisent, et donc ceux qui vont concevoir l'expérience ou le cadre de travail, ou qui vont pouvoir parler du projet à l'extérieur du groupe de travail. Donc, je vous disais tout à l'heure que le design, c'est centré sur l'usager, donc bien sûr la désirabilité, mais avec cette équipe pluridisciplinaire, on va pouvoir couvrir tous les autres aspects qui sont nécessaires pour pouvoir aboutir partir de ce questionnement pour aboutir à un résultat vraiment tangible. Donc, bien sûr, il y a la désirabilité, mais aussi la faisabilité technique et la viabilité économique. Si on n'a pas ces 3 critères, le projet n'existerait pas ou pas de manière pérenne. Et on essaye et on privilégie en tout cas le travail avec des acteurs qui permettent d'intégrer dès le départ les critères éthiques, environnementaux et sociaux dans le développement de projets qui sont bien sûr inédits, ou en tout cas, si on les a vus ailleurs, qui ne sont pas contextualisés et adaptés aux territoires sur lesquels on travaille. Et donc, il faut à chaque fois revenir sur ce qui fait territoire et ce qui fait sens dans ce contexte-là pour ces usagers-là, et comment est-ce qu'on peut aller le plus loin possible dans ces projets, notamment en expérimentant rapidement. Et ces supports d'expérimentation que sont les prototypes, ils nous servent à la fois pour comprendre ce que les habitants essayent de dire lors des ateliers et les priorités qu'ils mettent, et savoir comment est-ce qu'ils expriment les choses et là où ils accordent de l'importance aux éléments, mais aussi sur des prototypes un peu plus évolués, on va dire, de pouvoir expérimenter les choses vraiment à l'usage. Et est-ce que les personnes pour qui on a conçu cette solution s'en saisissent ou pas? Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'on l'améliore et comment est-ce qu'on avance là-dessus? Donc, on avance avec des cycles courts, on arrive à avoir des premières propositions très rapidement, et au fur et à mesure, on construit d'une étape sur l'autre, et on va revenir largement dessus avec Léna sur le projet de la MEL, et je pense que François témoignera aussi en ce sens. Donc, très concrètement, le processus, le design thinking, la démarche design, on parle souvent de processus en double diamant, c'est-à-dire en double losange. Un premier losange donc de divergence,
puis de convergence, la divergence pour comprendre le sujet entre experts avec la compréhension, puis comprendre les usagers avec la recherche utilisateur, avec toutes les données qu'on aura collectées dans ces 2 premières phases, pouvoir générer un parti pris d'équipe, notre axe, notre orientation sur ce sujet-là. Ensuite, on passe au 2e diamant, donc avec des propositions de solutions au stade de l'idéation, avant de réaliser un premier prototype donc, qui permet de converger vers une solution sélectionnée et retenue. Et ce sont ces prototypes qui permettront à l'équipe de s'accorder sur la vision du projet et bien sûr d'avoir les premières itérations avec les premiers retours pardon, avec les testeurs avant de décider si on itère ou pas. Et est-ce qu'on peut délivrer cette solution et avancer dans les études ou bien si on doit revenir pour plus de précision avant de délivrer la solution. Mais le design, c'est pas seulement cette théorie ou ce processus ou cet avancement de projet ou mode de gestion de projet, c'est aussi les postures qu'on adopte pendant les ateliers, les postures qu'on adopte sur les projets. Nous, on a une forte tendance à se dire qu'on est très optimiste et déterminé dans la réalisation des projets, mais c'est vraiment le fait de pouvoir la règle qui est au centre, rester centré sur l'usager et pas être là pour prouver quelque chose ou pour coller une technologie ou un savoir à toutes les sauces, mais vraiment se recentrer toujours sur les personnes pour qui on est en train de travailler, construire des idées à partir de celles des autres, bien évidemment par rapport à la pluridisciplinarité, défier le jugement des autres et reporter les temps de jugement pour que tout le monde puisse s'exprimer et qu'on ait bien toutes les connaissances accessibles autour de la table qui sont valorisées et exprimées au fur et à mesure pour pouvoir encourager peut-être les idées les plus folles et les plus ambitieuses pour pouvoir avancer sur les projets. Et je passe la parole à Léna pour les bords de Dole. introduire. Donc, bienvenue dans la métropole lilloise, métropole européenne de Lille. Une commande passée par le service planification urbaine, stratégie, gouvernance Code PLUI, avec un défi qui était pas simple, coordonner la vision et l'action de 3 communes qui sont en train de développer sous l'effet d'une politique métropolitaine qui leur a été proposée et en quelque sorte imposée, de résorption de friches, de grands éléments fonciers, de résorber par de la construction, et la métropole qui se rend compte à un moment donné qu'il y a une espèce de construction anarchique et donc ou de prévision de construction anarchique avec des projets qui sortent qui ne sont pas forcément qualitatifs. Et comment on fait pour mettre ces 3 communes qui pour l'instant travaillent chacune en silo et la métropole qui a son propre agenda, qui a bien du mal à le faire passer auprès des métropoles, pour que tout ça construise une vision commune. Donc, au départ, il y a une demande de travail en mode design thinking. À ça, la compétence de programmation urbaine s'ajoute puisque le bureau d'études qui était mandaté, c'était Attitude urbaine et que son cœur de métier, c'est vraiment la programmation urbaine, la stratégie territoriale. Voilà, le fait de penser le fond de l'évolution des territoires, mais aussi évidemment avec une très grande attention au processus, puisque c'est vraiment la programmation est un travail de processus et c'est ce qu'elle a de commun vraiment avec le design thinking. Et donc, on a travaillé, dépassé les idées reçues, essayer de fédérer les énergies, faire que les communes s'écoutent l'une l'autre, que la MEL réussisse à faire passer son message, libérer un brin de rêve à travers les participations des uns et des autres, et surtout comprendre finalement, et vous le verrez assez rapidement, qu'on a une vision qui n'est pas si difficile que ça à faire converger. On continue. Donc, une mission qui s'est établie en grandes étapes de travail.
on a eu un temps d'observation des usages le long de la Deule, la fameuse approche à la fois anthropologique et sociologique, puisqu'on avait à la fois, on était à la fois en train de prendre des photos, d'observer les usages, de noter le nombre de gens qui passent, etc. Tout un travail de terrain qu'on fait dans les espaces extérieurs, puisque on avait ce canal, cette Deule canalisée qui se déploie donc au nord de la ville et avec un certain nombre d'usages sur les côtés et qu'on essayait d'observer sur les côtés ou sur les quartiers adjacents. Il y avait des enquêtes, où on interrogeait les gens qu'on rencontrait là sur quel type d'usage ils avaient de ce territoire et comment ils le percevaient. Et puis, on a eu quelques entretiens avec les élus pour essayer de prendre la mesure de l'enjeu tel qu'eux le ressentent du point de vue, administratif et voilà, de leur vision, à ce moment-là du territoire. Et c'est là qu'on a bien compris qu'ils travaillaient sur un logiciel qui était peut-être déjà un peu périmé, c'est-à-dire un logiciel d'injonction de construction, mais qui n'avait pas complètement pris en compte l'idée que tout ça allait créer une dynamique extrêmement forte et qui allait s'emballer. Puisque pendant des années et des années, ils avaient essayé de développer leur territoire sans grand succès. Et qu'on passait, en quelque sorte, on était en train de passer d'un territoire où personne ne voulait aller à un territoire où trop de gens voulaient aller. Donc, on a en ce moment-là conçu des ateliers pour croiser les regards. Alors, j'ai mis 9, mais en fait, on a recompté avec Annabelle, on en est à 11. En fait, on en a fait 11, qui se sont tenus de mars à juillet 2019 et dans lesquels on a vraiment travaillé, comme on va le voir en détail, y compris de façon assez agréable et ludique pour libérer, préciser la pensée. Et puis, de ce travail sont émergés un nombre très important, d'intention, de direction. Alors là, on voit là, c'est François qui est en train de se gratter la tête devant son ordinateur et la pile de choses qu'il a récupérées pour essayer de faire en sorte que ça commence à devenir des intentions qui peuvent se mettre à l'intérieur, de documents cadres qui engageraient en quelque sorte à la fois les communes et la MEL. Voilà. Et puis on a créé une identité graphique bord de Deule aussi pour pouvoir communiquer dessus. Ce qui fait que par rapport au mais là c'est Annabelle qui va reprendre la parole, oui? Ah, Oui, 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 pardon. Et donc du coup, enfin, c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que oui, le design thinking, c'est double diamant et il y a la compréhension, recherche utilisateur et je ne repasse pas par les 6 étapes, mais surtout, avant, il s'agit d'avoir une première phase entre experts pour bien poser notre parti pris et quelles sont les questions qu'on va adresser et quelles sont les problématiques qu'on va soumettre aussi à la démarche participative. Donc il y a toute cette première partie de diagnostic et d'orientation qui a été faite avec Attitude Urbaine et la MEL et Atipi pour pouvoir cadrer et formuler les challenges avant qu'ils soient proposés dans les premiers ateliers. Et ensuite, il y a eu d'autres ateliers qui ont permis au fur et à mesure de préciser de plus en plus les choses. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, on avait le diagnostic immersif et le partage de connaissances qui ont permis du coup d'avoir cette phase de divergence jusqu'à la définition de l'usage et les premiers ateliers ont eu lieu pour aboutir aux intentions stratégiques. Et je pense qu'on reviendra plus longuement sur l'atelier le comité de pilotage avec les élus pour, euh, pour formuler ces intentions stratégiques tous ensemble. Et ensuite, une fois que cette ambition a été partagée, alors on est revenu plus précisément, on va dire, sur les pistes de solutions et des documents cadres et du coup la suite des études aussi pour la MEL. Ah, Léna, à toi. Le micro. C'est juste, voilà, donc, histoire que vous soyez à peu près mis en situation, comme l'ont été les gens qui ont participé à ces ateliers. C'est-à-dire que bien évidemment, après avoir fait notre diagnostic un peu technique, on a fait un résumé qu'on a partagé avec les participants, parce que même s'ils avaient à titre divers et variés
une forme de sachance sur le territoire, hein. S'ils étaient, acteurs, usagers, voilà, élus, services et cetera, de la MEL ou locaux, évidemment, ils n'en connaissaient pas forcément toute la profondeur. Donc on a essayé de faire un espèce de petit résumé pour tout le monde, pour cadrer un petit peu les idées. Donc cette portion sur laquelle on travaille, c'est 4 kilomètres entre la citadelle et Vambrechy. C'est 4, oui, 4 kilomètres, serrés mais longs, enfin, après ça tortille, donc c'est plus en déroulé. Il y a une trentaine de milliers d'habitants, 3 communes donc, 1 heure de marche à pied ou 20 minutes de vélo, voilà, un cours d'eau, qui s'étale sur, presque, 4 kilomètres, donc sur les 60 qu'il il va jusqu'à la Belgique, hein, ce cours d'eau. Voilà, et c'est un territoire, on comprend un tout petit peu sur cette carte-là, vous voyez toutes ces zones rayées. Bon, les zones grises, on comprend bien, c'est les zones où il y a des logements, de l'habitat et cetera, des équipements, hein, en rose, et puis vous voyez le faisceau qui est le long de la Deûle, dont on voit qu'il est principalement espace en chantier ou en friche, que sont ces anciens. Alors certaines entreprises ont déjà, fermé boutique, d'autres sont encore en activité ou sont encore des grosses emprises industrielles. Par exemple, des ferrailleurs et ce genre de choses. Il y a encore des usines qui fonctionnent, le long de la Deûle, voilà, mais qui sont plus ou moins en déprise. D'accord? On avance? Parce que sinon on n'avance pas assez vite. Annabelle, C'est la passé, prochaine? ça n'a pas marché? Oui. Ah voilà, tac. Donc et pourquoi est-ce que tout le monde s'est à un moment donné, inquiété? C'est que, dans les prévisions de construction, il y a eu un tel emballement qu'on en était, quand on a fait le point, à 5 000 nouveaux logements en moins d'une dizaine d'années sur ce territoire. Ce que vous pouvez considérer 5 000 nouveaux logements, allez hop, 8 écoles, 6 à 8 écoles, je ne sais pas le nombre de crèches, enfin les infrastructures, l'impact sur les infrastructures, tout ça dans un mouchoir de poche à 4 kilomètres. Donc on s'est dit qu'effectivement, il y avait intérêt à faire communiquer, et puis aussi sur la qualité des produits. Certains étaient déjà sortis ou sont déjà voilà, sont déjà livrés, et on s'aperçoit qu'on se retrouve avec des choses où il y a, 0 commerce, pas un pied d'immeuble activé et cetera. Donc il fallait vraiment travailler autrement. Le micro-trottoir, on l'a présenté, on a expliqué aux gens qu'on était allés sur le terrain, qu'à partir de ce micro-trottoir, on avait observé que le lieu était intensément fréquenté, peu valorisé et néanmoins identifié par ses usagers comme un secteur à très fort potentiel. Et puis, oui? Ah ça, moi je le vois pas tout de suite, hein, Annabelle. Si tu OK. voilà. Et puis du coup, voilà, Annabelle va prendre la suite pour le fil. Ah, et du coup, donc à partir de tous ces entretiens, on a pu, réaliser donc des profils, selon, les types de personnes rencontrées et selon les usages, donc se déplacer, habiter, travailler, pratiquer ses loisirs, et en fait, pour chaque, on reviendra ensuite sur les supports qui ont été transmis aux participants des ateliers, mais du coup, pour chaque type d'usager, on a pu réaliser des personas qui personnifiait les personnes pour lesquelles on allait travailler, plutôt que de se dire qu'on travaillait pour un groupe de personnes. On travaillait bien pour une personne qui nous ressemble ou qui ressemble à quelqu'un qu'on connaît, ce qui change aussi la manière d'appréhender le projet et le territoire. Par contre, pour les besoins de l'atelier, n'ayant pas rencontré de chef d'entreprise au bord de la Deûle pendant les recherches, ni de famille en tant que telle, on a dû créer certains profils, et on verra comment ils ont été utilisés pendant les ateliers plus tard. Ah d'accord. Et donc, du coup, donc c'est ce qu'on vous disait avec Léna, c'était pas 9 ateliers, mais c'était 11 ateliers. Donc, il y a eu 3 ateliers acteurs, donc un par commune pour poser donc, la vision avec l'ensemble des participants. Il me semble qu'il y avait entre 60 et 80 participants sur ces ateliers, aussi bien des acteurs associatifs que des habitants, que des acteurs de l'immobilier, que des enfants, adolescents. Ensuite, il y a eu un atelier interservice pour pouvoir enrichir encore cette réflexion, et le premier atelier élu pour pouvoir aboutir aux intentions stratégiques. Et ensuite, maintenant que les 5 sujets étaient vraiment recentrés sur des volontés fortes
et des prises de décision, il a été possible de refaire des ateliers avec les acteurs, ateliers élus à nouveau pour un engagement sur une charte bord de Deûle et pouvoir avoir un atelier interservice qui permette de nourrir cette charte et d'avoir une vision plus technique avant de synthétiser les 180 propositions qui ont été faites lors de tous les ateliers multi-acteurs pour que chacun puisse identifier, chacun selon son rôle, qu'il soit habitant, élu, technicien et, au service de la MEL et tout acteur impliqué puisse prioriser les propositions qu'il aime pas, savoir qui ça implique et ce que ça signifie de la mettre en place, sachant que certaines propositions étaient allées l'une à l'encontre de l'autre, bien évidemment. Et cerise sur le gâteau, nous avons aussi eu l'occasion de faire un débrief entre nous et la MEL qui a commandé cette mission. Donc donc ce que je vous disais, donc il y a eu les interviews qui ont été réalisées, on en a fait des profils et ensuite, en fait, dans les supports de travail qui ont été proposés pour les groupes, donc bien évidemment, il y a eu un temps de compréhension pour que les participants s'approprient la problématique qui leur a été transmise de se projeter sur les bords de Deûle en 2040, que ce soit pour y habiter, pour y travailler, pour y pratiquer ses loisirs ou ou j'ai tout dit, ou pour y travailler et donc du coup, après la compréhension, il y a eu ce support de recherche utilisateur qu'ils ont pu enrichir. En fait, donc on a restitué ce qu'on avait, recueilli comme propos, lors des entretiens et on leur a demandé de définir leur parti pris pour ensuite pouvoir nous proposer des solutions de ce qu'ils aimeraient voir sur les bords de Deûle en 2040 sur cette problématique-là, en étant centrés sur les usagers qui leur ont été proposés et qu'ils sont peut-être, pour prototyper et ensuite restituer leur travail. Donc voilà les supports de prototypes qu'on a utilisés pour qu'ils puissent vraiment avoir cette démarche centrée sur l'utilisateur et pas forcément leur propre doléance et leur liste au Père Noël, mais bien les usagers qui leur étaient proposés et ce qu'ils ont découvert et priorisé avec leur équipe de projet et ensuite pouvoir décrire et mettre en avant les points forts du projet et les points à préciser. Léna, je te passe le micro à rallumer. Donc, par exemple, là, on voit un extrait des productions, hein, panneau 1, panneau 2, panneau 3, puisque, après effectivement, par exemple, voilà, on a Pablo, qui transite, voilà, sur les bords de Deûle, et qui va expliquer pourquoi, finalement, il n'y trouve pas les services ou le confort d'usage, en tant que, il se déplace à vélo, est-ce que ça marche ou ça marche pas? Ou quand il se déplace à pied, où est-ce qu'il trouve les transports? Comment est-ce que tout ça se connecte. Voilà, il y avait beaucoup de discussions sur les mobilités. Alors je ne lis pas assez bien, puis je me souviens plus par cœur de tous les résumés de solutions, mais en tout cas, à un moment donné, il y a un espèce de parti pris, sur la façon de rendre actif et ça va être une des grosses, intentions qui vont être mises, sur les bords de Dole, c'est de les rendre à la fois, praticables, continus, agréables, pour les usages de déplacement, que ce soit d'ailleurs dans l'eau ou sur la berge. Voilà et donc on pouvait faire se décliner les réponses jusqu'à, souvent du Lego, du dessin et cetera. On a restitué aussi en mind map. C'était une façon aussi pour, le maître d'ouvrage de retrouver un petit peu sur une structuration facile à voir, d'un seul tenant, toutes ces idées en les regroupant, entre orientation pratique, point de vigilance, et choses à développer, idées à développer, ou solutions. Une des choses sur lesquelles on a aussi travaillé, c'est que lorsqu'on commence une démarche de stratégie territoriale ou même de programmation, diverses et variées, il y a une vraie question qui est: de quel périmètre parle-t-on?
le maître d'ouvrage en a un en tête. En l'occurrence, c'était les 3 communes, mais est-ce qu'une fois qu'on a dit ça, on sait qu'est-ce que ça veut dire les bords de Dole? C'est 5 mètres, 10 mètres, 25 mètres, 150 mètres, jusqu'où parle-t-on? Et puis on s'est aperçu que les gens, eux, quand ils disaient bord de Dole, eh ben, ils disaient, finalement, du sud de l'île jusqu'à la Belgique. Et pourquoi est-ce qu'on si on inscrit ce territoire-là, dans un développement vertueux, heu heu, de proximité, il faut pour autant pas oublier qu'il est, finalement un très, très grand connecteur à l'échelle du territoire. Voilà. Donc on a souvent eu des gens qui nous ont dit: «Mais pourquoi vous vous arrêtez là? Pourquoi vous n'allez pas plus loin?» Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah oui, et puis on a ce fameux dessin, qui a été fait, celui-là et d'autres, puisqu'on avait décidé d'avoir une facilitatrice graphique, dans l'équipe, qui, pendant les ateliers, heu, donc comme on avait 3 communes, on avait, 2 ateliers une journée et un le lendemain de mémoire ou l'inverse? Un Mmh. le vendredi et 2 le samedi, je me souviens plus. En tout cas, on en avait 3 d'affilée. Elle commençait dans le premier, elle continuait dans le deuxième, elle finissait dans le troisième. Il y avait une forme de continuité, ça lui permettait de construire et d'additionner finalement, sur un seul panneau les 3 communes, et les 3 visions puisque, pour avoir les gens au maximum, évidemment, on allait au plus près de chacune des communes quand on a travaillé, à l'échelle, des habitants. Donc là, j'ai mis un exemple, du groupe habité, effectivement, sur les supports de travail qui ont été faits pour la deuxième série d'ateliers. Annabelle, tu veux peut-être reprendre la parole? Je ne sais pas. Ouais, OK. On est complètement décalés, c'est pas grave. Et du coup, enfin, s'il y avait des grands axes de travail qui avaient été identifiés dans le premier atelier, de se dire, bah, vivre au bord de l'eau, finalement, on veut des vues, on veut, pouvoir y avoir accès, on veut, bah, avoir, bah, des loisirs, et autres, aménités, et espaces publics, qui sont bien définis au bord de l'eau. Là, on est vraiment rentré dans le sujet de l'habitat avec, une des maquettes qui explique que, le logement doit être bioclimatique et donc avec telle orientation. Limite à côté, là, enfin, le petit carré noir, c'est le plan d'un appartement pour, voir, la manière dont on aimerait y vivre avec, bien sûr les grandes intentions qu'on retrouve de toujours avoir un accès à l'extérieur, mais au-delà de ça, de l'avoir précisé, de l'avoir spatialisé, et on voit bien dans les différentes maquettes, ce qui retranscrit. Celle du haut, on est vraiment sur, la manière dont on vit nous à l'intérieur d'un logement et le lien à la voiture qui est vraiment relégué à l'extérieur de ce quartier alors que les bords de la Deule sont piétons et cyclables. Alors qu'en dessous, ce qui est important, c'est d'avoir certes des logements, mais donc premièrement, il n'y ait pas que des logements isolés, mais bien, plusieurs, logements collectifs, qu'ils aient pas tous la même forme, que, la ville soit agréable à regarder, qu'on ait des espaces publics généreux pour pouvoir avoir, des espaces partagés en bas de chez soi et donc peut-être, accès à plus d'usages que ce qu'on aurait, chacun chez soi, et cetera, et cetera. Lors de ce même atelier, on a demandé aussi aux gens d'identifier les territoires qui étaient pour eux, une opportunité. Donc, vraiment, le fait, de pouvoir, se dire, que, ce territoire doit être préservé parce que c'est déjà, une destination, qui est agréable de manière exceptionnelle, et pourquoi est-ce qu'il faut le préserver et de quoi? Versus d'autres destinations qui sont quotidiennes ou occasionnelles et donc qui permettent aussi de mieux comprendre comment les gens vivent et ce qu'ils recherchent sur le territoire. Et donc la restitution de toutes ces propositions, ça a été bien sûr d'identifier sur une cartographie les les différentes envies et les différentes vocations que pourrait, prendre, le territoire, au fur et à mesure, des rives, de la Deule. Donc au-delà de la cartographie, il y avait aussi des intentions qui ont été restituées sous forme, de slogans. Inventer une densité heureuse et intégrée, la Deule est la marque, donc qui est son affluent pour tous, bon l'auto c'est pas automatique, chiche la péniche, et cetera, et cetera. Et donc ce sont toutes ces contributions qui ont donné lieu à, ce,
premier contrat d'engagement, entre guillemets, c'est vraiment un premier document de travail qui a permis, sur chacune des thématiques, de pouvoir identifier les solutions qui avaient été proposées, donc 180 solutions, comme on vous le disait au départ, et donc à chaque fois pouvoir associer les objectifs en lien avec la thématique, les solutions concrètes et quels outils et quels moyens on pourrait y associer pour les réaliser, et surtout à quel moment est-ce qu'on serait satisfait de ce qui aura été produit. Léna, je te laisse présenter en 3 minutes ton atelier préféré du monde de la Terre. Oui, mon atelier préféré du monde de la Terre, c'est quelque chose que moi j'ai fait pour la première fois de ma carrière, de 30 ans dans le monde de l'urbanisme, c'est-à-dire d'obtenir que les élus ne soient pas, pardonnez-moi l'expression, assis derrière leur bureau en charentaise, en comptant les points pour savoir si ce qu'on a fait leur convient ou pas, mais plutôt vraiment, ils ont vraiment très gentiment accepté de se plier au jeu, du design thinking et on leur a évidemment transmis dans un premier temps, la substantifique moelle de là où avaient été, les personnes qu'on avait interrogées avant eux, ce qui est quand même intéressant. C'est-à-dire certes, on les avait rencontrés dans un tout premier temps et ils avaient exprimé un petit peu une vision comme ça générique du sujet pour lequel on venait les voir, mais vraiment très générique. Et puis ensuite, on a approfondi donc ces ateliers avec les habitants, les services et cetera, et enfin on est allés les voir. Et du coup, on leur a proposé de travailler en atelier. Donc ils ont fait, leur compréhension du site, leur parti pris, leur formulation, d'objectifs, et leur post-it et cetera. Donc ils étaient légèrement ils avaient une certaine appréhension, on va dire ça comme ça, au départ de cette chose-là, mais finalement ça s'est très bien passé et moi j'en garde un souvenir vraiment fort, c'est-à-dire que pour la première fois de ma vie, j'ai vu des élus, se mettre vraiment, à la place en direct live, des gens, de leur façon de penser et porter eux aussi des objectifs purement qualitatifs et d'oublier pendant 5 minutes qu'ils ont le doigt sur la gâchette des financements, des machins, des équilibres financiers, des AC et de tout ce que vous voulez. Je ne dis pas qu'à un moment donné, ces choses-là vont pas ou ne sont pas revenues avec certaines modulations de phrases. Il faut quand même construire un peu parce que sinon on ne pourra pas faire tous ces projets qualitatifs et on ne peut pas faire que des parcs et jardins partout. On n'en a pas les moyens parce que c'était quand même quelque part un peu le fond de la commande qui était quand même passé par beaucoup de gens. C'était faites-nous un immense espace de loisirs dans lequel on puisse enfin profiter. Alors c'était assez prophétique hein, parce que vu ce qui s'est passé depuis, les espaces de loisirs de proximité, c'est devenu évidemment crucial. Mais il y a quelqu'un Oui, qui allô? a ouvert son micro. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Merci de le fermer. Et du coup, voilà. Vraiment, je garde un souvenir et je pense que ça a vraiment été un moment très important. Alors, il faut savoir que les maires avaient participé un peu au démarrage de chacun des ateliers habitants. Certains étaient même restés un petit peu pour voir comment ça fonctionnait. Donc, ils ne découvraient pas la méthode. Ils savaient qu'elle avait cet avantage, cet intérêt de mettre tout le monde comment dire, en mode positif, en quelque sorte. C'est pas qu'on n'a pas le droit ou le temps d'exprimer des critiques par rapport à, mais comme la démarche, elle cherche avant tout à produire des solutions, et ça c'est vraiment très fondamental comme différence majeure par rapport à la façon de concerter d'habitude. Par rapport à la façon de concerter d'habitude, dont moi j'ai l'expérience, des nombreuses années, on passe beaucoup de temps à parler de ce qui ne va pas. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais du coup, il y a une moindre, j'allais dire, dynamique proactive vers la solution et comment on va vers quelque chose dont on a tous envie. Voilà. Et donc ça, moi, je reconnais vraiment de façon très forte l'intérêt du design thinking pour ça. Alors, ils ont travaillé, ils se sont mis dans une tablée où du coup, il n'y avait plus de limites administratives et ils ont commencé à produire leurs post-it et bien évidemment, ils ont produit des post-it tout aussi qualitatifs et positifs et inventifs que ceux des habitants. Il n'y avait pas de raison, puisque tout d'un coup, ils étaient dans la même posture. Et à partir de là, ça a été, je ne sais pas, après nous dira François l'arrière du décor, mais je dirais qu'on avait quand même
débloqué quelque chose de très sérieux sur l'idée que ce territoire pouvait travailler ensemble vers un objectif, vertueux, qualitatif et commun. Peut-être qu'en effet, on peut proposer à François de témoigner maintenant Ouais. de l'utilité ou de pourquoi est-ce que vous avez décidé à la MEL d'avoir recours au design thinking. Est-ce que ça vous a apporté en quelques minutes? Et ensuite, on peut répondre à vos questions et savoir ce que vous avez retenu et ce qui vous interpelle dans ce projet-là. François, tu es là? Oui, je suis là. Cool. Bonjour à tous. Merci. Donc François Barbet, programmiste à la MEL, au service planification urbaine. Alors, je pense que autant Léna que toi, Annabelle, vous avez bien brossé le contexte, les pourquoi du comment. Hein. Effectivement, il y avait une alerte assez sérieuse sur cette partie de territoire qui est plutôt stratégique, avec ces 6 000 logements à l'horizon 2040 qui sont sans véritable cadre. Et de ça, il y avait une vraie alerte en termes de cohérence territoriale et de fonctionnement urbain. Et donc, la MEL étant garante via ses compétences de cette cohérence, il a été choisi de procéder à déterminer une vision. C'était bien ça la commande de départ, c'est quoi la vision commune pour ce territoire. Et là, il y avait plusieurs façons de faire. Hein. Il y avait la façon classique, hein, où on fait appel à un bureau d'études, on nous fait un diagnostic, et puis on en tire des enjeux, et puis après, on a un projet. Et nous, on a dit non, on s'est dit qu'on avait envie d'autre chose, qu'on voulait remettre les usages au centre du jeu, les usagers, pour qui on fait la ville, hein, c'était bien ça la question. Donc, comment on fait? Comment on fait pour justement déterminer cette vision sur ce territoire? Donc, on a fait appel donc à cette méthode du design thinking. Je dois dire que sur la MEL, c'était inédit, cette démarche. Elle est inédite parce que avoir une approche intercommunale sur cette question d'une vision, c'était totalement inédit. Sur la métropole européenne de Lille. C'est peut-être pas inédit sur d'autres territoires, mais à la MEL, c'était inédit. Et puis, c'était inédit en termes de méthode parce que, comme je vous le disais, on a un peu inversé l'ordre des choses. On s'est dit, on va d'abord avoir un diagnostic, enfin en tout cas une approche par les usages, avoir convoqué l'expertise d'usage avant de convoquer une expertise technique qu'on connaît très bien, hein, qu'on maîtrise bien en général, que ce soit via les services en interne ou via des prestataires extérieurs. Donc ça, c'était pas ça le problème. Néanmoins, ça a quand même heurté les sensibilités des uns et des autres, notamment en interne, de se dire pourquoi on ne me demande pas mon avis à moi alors que je sais ce qu'il faut faire. Alors, c'est l'un des éléments qui ont conditionné un peu cette démarche, hein, de se dire on a une approche différente. À noter aussi qu'on s'inscrit, alors c'est un peu tombé à l'eau, mais on s'inscrit dans un événement mondial à Lille. C'est la capitale, Lille Métropole est capitale mondiale du design en 2020. Bon, il peut y avoir plein d'événements. Finalement, vu le contexte sanitaire, il n'y a pas l'engouement ou en tout cas le développement des événements comme il était prévu. Néanmoins, nous, en termes au niveau de la démarche Board Doodle, on s'en est servi un petit peu comme un véhicule pour communiquer sur ce point et sur les démarches de design thinking. Je regarde un petit peu ce que… Oui, alors l'intérêt de cette démarche, c'est qu'elle nous a permis d'avoir un récit commun, et ça, c'est pas une mince affaire, hein, même si nos intentions stratégiques, qui sont nos grands axes stratégiques, qui peuvent paraître parfois un peu bateaux, néanmoins, la force qu'ils ont, c'est qu'ils sont coproduits. Et c'est ça la grande différence, c'est que c'est pas quelqu'un qui est venu et qui a dit la DOL, c'est le lien de nature pour tous les métropolitains et pour les riverains. Non, c'est pas un extérieur qui l'a dit, c'est collectivement, on en est arrivé à cet objectif qu'on partageait, par exemple. Donc ça, c'est vraiment la force de cette intention stratégique, enfin des intentions stratégiques qu'on a pu développer. Et puis ça a été permis parce qu'on a réussi à croiser les regards. Et croiser les regards, ça veut dire d'avoir différents regards. Donc ça veut dire d'avoir différents intervenants, différentes parties prenantes. Et la place des parties prenantes dans cette démarche a été fondamentale dans le cadre de oui, on va partager un projet commun. Oui, on va partager des constats, des enjeux. Et normalement, ça doit nous permettre d'avancer vers une vision commune. Et la force de la méthode qu'on a pu développer
ça a été véritablement de mettre les gens autour de la table et de passer outre la posture de chacun. En fait, on regarde tous pour une vision commune, et donc chacun va apporter sa vision, son regard, mais ne va pas l'imposer à l'autre. Et c'est dans la combinaison de ces différents regards qu'on a réussi à faire émerger cette vision et les solutions, parce que ce n'est pas qu'une vision, c'est aussi des solutions de mise en œuvre de cette vision. Et pour ça, la méthodologie qu'on a pu déployer, elle est forte en créativité. En fait, elle permet de convoquer la créativité sur le territoire, de faire émerger tout ça et de révéler ce qu'est le territoire et son devenir. J'ai plein de choses à vous dire aussi. Je ne sais pas si je continue. Je ne veux pas faire le. Je pense que cette démarche, elle transforme le territoire, mais elle a vocation aussi à transformer l'établissement qu'est la MEL. On est une grosse machine, on est 1500 agents, c'est 95 communes, c'est 1 200 000 habitants, c'est un gros truc, quoi. Enfin, et à l'intérieur de ça, on a une organisation qui n'est pas toujours très agile. Alors, mettez un peu de design thinking là-dedans, et ben, ça fait un petit peu comme, ça fait un peu des étincelles. Mais c'est quand même, on arrive à des choses grâce à cette méthodologie, et on arrive à faire évoluer les gens, à les faire sortir de leur silo, qui est souvent quelque chose qui est symptomatique des grandes organisations, et notamment les organisations publiques. Et on arrive à les faire sortir de leur silo et de leur montrer qu'ils ont un rôle à jouer, que chacun a un rôle à jouer, mais de la même façon, on a un rôle à jouer pour aller dans le même sens, en fait. Et c'est ça parfois on peut oublier quand on est dans une grande collectivité, c'est qu'on ne travaille pas pour son service ou pour sa direction, mais on travaille pour un projet commun. Et ça, c'est la force de la démarche et de la méthodologie employée. Alors tout ça, ça nécessite beaucoup d'énergie. Si j'apporte mon témoignage en fait sur cette démarche qui se poursuit aujourd'hui, ça nécessite beaucoup d'énergie pour d'une part pour animer toutes les communautés qui composent cette démarche et notamment les parties prenantes. Et là, c'est l'un des défis, je pense, qui s'offre à nous, à la MEL, au territoire, c'est comment on fait pour animer cette communauté dans la durée. Du coup, François, je propose, pardon, je te laisse terminer. Ouais, du coup, je propose ça relie aussi la question de Vanessa, où tu parles de la communauté Bordeaux 2, où en effet, il faut l'animer, et autant en 2019, il y a eu la fréquence des ateliers, il y a eu, et vous avez continué à les tenir informés et par mail, et voilà. Mais en effet, il y a eu les mêmes usagers qui sont revenus parfois aux 2 ateliers parce que ce qu'ils avaient démarré, ils voulaient le poursuivre, et sur des temps longs, parce que finalement, c'était des ateliers qui demandaient quand même 3 heures, 3 heures et demie de participation. Comme certains ont participé à un seul des 2 ateliers, mais sont venus pour la restitution, où on demandait aux gens de prioriser, qui était un petit peu plus court et en soirée. Et voilà, mais en effet, c'est vrai que les événements qui étaient prévus avec Lille, capitale mondiale du design, devaient aussi aider à ça. Oui, à l'animation de la communauté. Ouais. Après, quand on a commencé en 2019, au premier semestre 2019, on a eu des baisses d'intensité de participation de cette communauté, alors qu'on ne parlait pas encore du Covid et ce n'était pas les élections municipales non plus. Donc, la difficulté, c'est une difficulté au long cours. C'est véritablement d'être en mesure de faire une promesse et de tenir cette promesse et de rendre compte au long cours, encore une fois, des productions, de l'utilité des contributions, de leur prise en compte ou pas, parce que dans cette approche de co-construction qu'on a eue, on a toujours été clair et on a fixé les règles et les rôles de chacun dans la co-construction. Donc ça, c'est un élément important aussi dans le cadre de cette démarche, c'est de bien avoir précisé les règles et le rôle de chacun. Et donc, bon, moi, c'est encore difficile. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à trouver. Alors, moi, je suis preneur de moyens et d'outils pour animer au long cours une communauté. Je pense que la première
la première chose, c'est qu'il faut qu'on continue d'avoir une gouvernance qui soit motivée et qui continue à croire à ce qu'on peut proposer, à croire à cette approche justement sur l'apport de l'implication citoyenne et de l'apport des contributions des parties prenantes, parce que ce n'est pas forcément automatique. C'est pas forcément automatique parce que suite aux élections municipales et alors cette période de latence du Covid, le retour vers les élus en septembre, ça a été, on avait perdu cette façon de travailler ensemble et on a eu un petit coup de frein à main sur attendez, on va quand même pas remettre en question ce qu'on a écrit, la concertation, c'est un peu derrière nous, quoi. Donc voilà, je te le dis, Elena aussi, parce qu'on n'avait pas eu l'occasion d'en discuter. Bien sûr, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que je dis que ça nécessite beaucoup d'énergie, ça nécessite de convaincre au long cours aussi. Mais tu as eu les Donc, élections municipales entre-temps aussi, François. oui, tout à fait. Ouais. En fait, le Covid, à mon avis, n'est qu'un facteur tout à fait mince dans l'affaire, à vrai dire. Dans ma pratique à moi de 2019-2020, ce qui a le plus, et ça par contre c'est récurrent et c'est systématique, c'est les élections municipales. C'est-à-dire que quand on fait ce genre de démarche la veille des élections municipales, on s'expose, comme c'était notre cas, à un moment donné être obligé de faire on arrête parce que voilà, il va falloir que tout s'arrête, il y a une date donnée à partir de laquelle on ne peut plus trop discuter. Et puis alors là, par contre, on a eu le facteur aggravant que le Covid nous a rajouté 3 mois de plus pour avoir les équipes. Donc c'est vrai qu'on a allongé la période entre guillemets de vide de gouvernance. Et ça, pour n'importe quelle démarche de concertation, design thinking ou pas design thinking, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faudrait presque, comment dire, trouver des moyens complètement autres et annexes presque d'entretenir une forme de vie de la communauté par d'autres moyens pendant le vide entre guillemets de gouvernance structurelle de la vie politique. Voilà. Et puis, par contre, c'est sûr que si on se retrouve avec des gens qui démarquent après, qui n'ont pas été dans la démarche, qui croient moins ou pour x, y raison à la concertation, qui ont un agenda, qui sont très pressés, tout le monde le sait, les démarches de concertation rajoutent un peu de temps. Si je dois faire une moyenne approximative, entre 6 mois et 1 an à n'importe quelle démarche d'urbanisme. Donc, si on a dit ça et si on a des gens qui ont un agenda hyper serré, sachant que, ben voilà, soit il faut faire sortir des trucs de terre, soit il faut au moins les avoir tamponnés et enfilés dans des PLU, dans des AC et des machins, dans le bilan d'un mandat, alors même que le temps de l'urbanisme est un temps long, eh ben, on se retrouve avec de véritables challenges, on va dire ça comme ça. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, comme tu dis, la démarche, elle nécessite qu'on ait des mouvements très structurants, mais qu'on ait aussi des chantiers et des petits pas. C'est ça. Et cette démarche, elle a permis en fait de mettre en lumière ces 3 aspects pour justement que l'élu décideur ne soit pas impatient, hein, je dirais, par rapport à ce qu'on peut produire, ce que cette démarche peut produire. Et après, je dirais, Léna, tu dis que ça demande 6 à 12 mois de plus cette méthode en termes de concertation. Néanmoins, Oui. Après, la période de recours est bien moindre normalement si on a bien fait les choses. Donc, tout à fait d'accord. Je pense que le gain, il est réel de ce côté-là. Je vois qu'il est… Je voulais juste dire un truc sur l'accompagnement que Léna et Annabelle nous ont proposé, c'est une véritable expertise. Je pense que si ça a marché, c'est parce que ce n'était pas improvisé, justement. Parce qu'il y a un chemin de fer sur la réflexion et sur quoi on cherche à faire travailler les gens et quelle contribution, comment on fait émerger une contribution à chaque moment. Et ça, c'est hyper important. Parce que s'il n'y a pas de contribution, il n'y a pas de réalité à ce qu'on peut produire. Et ça s'appuie vraiment sur la méthode. Et je vous en remercie encore aujourd'hui, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui a été fondamental. Et aussi cette méthodologie qui n'est pas improvisée, elle s'appuie aussi, il faut vraiment mettre beaucoup de convivialité. Il faut que les participants ils soient ils soient confortables. En gros, il faut qu'on soit dans un moment de confiance pour pouvoir donner ce qu'on a envie de donner et faire confiance à la méthode.
Merci. Ouais. Mais du coup, je vois, bon, qu'il est 14h30, ça c'est la partie la moins drôle, mais surtout, je vois aussi qu'il y a d'autres questions. Donc, si certains veulent rester et prendre le temps, on peut encore discuter quelques minutes. Et pour ceux qui doivent filer, merci d'avoir été là. Et puis, ceux qui ont laissé leur adresse mail, on pourra envoyer une présentation et on pourra. Il me semble que de toute façon, sur Meetup, vous avez dû laisser votre mail, donc on pourra dans tous les cas vous faire suivre des choses. Et voilà. Du Et coup, tous les feedbacks que vous aurez la gentillesse de nous faire seront bons à prendre. ouais. Je ne sais pas Voilà. si tu dois partir ou pas, François, mais une des premières questions qui a été posée par Myriam et qui a été suivie par Ohana, c'est de demander qui a eu l'idée de conduire cette démarche et de faire appel à nous. Qui a eu l'idée, c'est le service planification urbaine de la MEL. C'est la MEL qui a initié ça. Alors, moi je suis arrivé juste après que Attitude urbaine soit retenu pour la mission. Je ne sais pas exactement qui a décidé. Je dirais que c'est le président de la MEL, bien entendu, qui a décidé ça. Il y avait une question aussi, j'ai vu sur, je ne sais pas si la personne est toujours là. Alors, moi, je peux dire un petit truc là, parce que justement, tu n'y étais pas. Bon, la question était très brumeuse, était extrêmement brumeuse. Et j'ai quand même passé, allez, presque 2 ou 3 mois à réussir à faire formuler une commande à la MEL. C'était pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'il venait, ton chef, William, venait me voir en me disant: «Bon Léna, on a dit qu'on allait faire du design thinking» et puis commençait à s'embrouiller dans des explications sans fin. C'est-à-dire, ou plutôt il avait tous ces enjeux qui étaient extrêmement prégnants et on n'avait pas, le quart du début d'une réponse à part une espèce de concept qui était: «Il faut qu'il y ait du design thinking», sachant que la question était posée à un bureau d'études de programmation urbaine, dont le design thinking n'était pas le cœur de métier à l'origine, hein. Donc il a fallu, de mon point de vue, répondre à cette interrogation générale de comment on fait pour fédérer les gens sur un territoire autour, d'une vision commune et d'une stratégie. Répondre par: «Yes, on va mettre en place un processus», ce que de toute façon fait la programmation urbaine dans toutes ses démarches, comme tu le sais très bien. Ce processus, par contre, sa méthodologie de processus, eh bien, c'est quelque chose qui a été construit au croisement entre l'expertise d'Annabelle du design thinking et la mienne, de la programmation urbaine, tu vois? Parce que, par exemple, pour faire une réponse, sans vouloir choquer personne, il arrive aussi que le collectif créatif soit appelé à répondre à des questions sans avoir pu faire les phases de diagnostic initial. Qu'est-ce qu'on en souffre? Qu'est-ce qu'on en souffre? On n'est pas, le prestataire de design thinking n'est pas juste quelqu'un à qui on dit: «Allez, tu vas poser les 3 questions, tu prends un micro, tu y vas et puis hop, tu te lâches et on verra bien». Hein, en mode guide d'entretien, semi-directif. Oh là là, non! Si on fait ça, on va dans le mur. On va dans le mur. Et je laisserai mes collègues donner leur propre vision de la chose, mais je crois que c'est l'étape initiale d'une véritable approche programmatique des grands enjeux de ce territoire, des acteurs, et cetera, de décryptage des agendas de chacun est extrêmement importante pour faire en sorte qu'ensuite les ateliers soient bien ciblés. C'est vrai. Je peux continuer à prendre les questions. Je pense, François, que tu allais évoquer une deuxième question qui est sûrement celle de comment est-ce que vous avez recruté les participants des ateliers. Vas-y, je t'en prie. Alors, on les a recrutés en faisant appel aux communes, en leur demandant quelles étaient qui étaient sur les territoires des différentes communes qui étaient à même de s'inscrire dans une telle démarche. Donc, on a eu des collectifs de riverains, des associations de commerçants, on a eu aussi des associations sportives ou des associations de sauvegarde du patrimoine. On avait ce genre
de profils. Et puis, en complément de ça, nous, on avait Conseil fait une liste municipal aussi. des enfants? Oui, conseil municipal des enfants, tout à fait. Très important, tout à fait, Léna. Et il y avait aussi des gens, des mondes un peu plus professionnels, hein. On avait donc les experts, tout ce qui est experts, les institutionnels, mais aussi les professionnels de l'immobilier. On a eu, et pour cause, ils sont intéressés au premier chef sur ce territoire. Alors, donc, eux, Les c'est pareil, hein, promoteurs. ils étaient un petit peu surpris par l'approche, hein. Ils s'attendaient à un grand discours des élus, et puis bon, voilà, on a fait une bonne réunion, on s'en va. Mais voilà, on les a plongés un peu dans le monde du design thinking. Je pense qu'ils ont été désarçonnés. Et notamment, Léna, tu parles du conseil des enfants, de mettre des enfants Autour de la même table, des enfants. avec des promoteurs. Je peux vous dire que ça aussi, c'est quelque chose, parce que le promoteur, il se replace un petit peu à sa place, quoi, tout simplement. Et on parle pas on parle pas du bilan d'aménagement ni du bilan de l'opération, hein, on n'est pas là-dessus. On parle bien d'un futur ou d'un devenir souhaitable, d'un dessin commun. Donc, quand il y a un enfant qui s'oppose à un promoteur, le promoteur écoute, tout simplement, il n'a pas le choix, quoi. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on a recruté les membres de notre communauté. Alors oui, c'est contestable parce qu'on n'a pas, c'est pas représentatif. On n'avait pas la prétention que notre communauté soit représentative. Donc elle n'est pas représentative, mais elle est légitime dans le sens où elle a elle a apporté des choses et qu'on n'avait jamais eu jusqu'à maintenant. Donc pour ça, elle est légitime. Et ça, c'est peut-être un débat. C'est un débat qu'on a en interne à la MEL, hein, sur est-ce que c'est représentatif, est-ce que c'est légitime, est-ce qu'il faut continuer, est-ce qu'il ne faut pas continuer, dans quel sens, comment on élargit la communauté. Ça, c'est des sujets qui nous animent en ce moment. Il y a plein de questions, je ne sais pas dans quel ordre les prendre. Et Moi, je veux bien répondre à cette si méthode. vous Est-elle voulez. Je veux bien répondre à cette méthode. Est-elle transposable dans les secteurs désaffectés où il n'y a pas d'usagers? Alors, citez-moi un secteur désaffecté où il n'y a pas d'usagers. Alors, tu verras qu'un peu plus bas, il y a une réponse de Oana D'accord. aussi, mais pas sur le volet que tu allais aborder, je pense. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça n'existe pas, les endroits où il n'y a pas d'usagers. Même en haut de l'Himalaya, il y a des usagers sur la Terre, aujourd'hui. Même au pôle Nord, il y a des usagers. D'ailleurs, on y trouve des papiers gras du dernier mec qui est passé l'année dernière ou l'année d'avant. En fait, c'est une fausse question. Sur un territoire tel que celui-ci, rempli de friches, on peut dire que sur les grandes friches qui sont des emprises industrielles ou etc., il n'y a pas, oui, d'usagers au sens d'habitants, mais ça n'est pas pour autant, comment dire, une justification quelconque sur le fait que les habitants ne puissent pas avoir une vision. S'il n'habite pas là, il habite là, juste à côté. Il y a toujours un riverain, il y a toujours un mec qui est pas loin, qui est passé là. On est toujours quelque part. On n'est jamais nulle part, en fait. Ça c'est vraiment, faut vraiment le comprendre. Par contre, c'est une construction, c'est une préoccupation qu'il faut avoir. C'est-à-dire, on est le là de qui? Ça, c'est une bonne question. On est le là de qui? Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles je peux moi répondre? Il y a une question sur l'aspect de la stratégie territoriale. Peut-être si vous voulez ouvrir vos micros, voilà, pour qu'on puisse échanger, peut-être. Il y a une question sur l'aspect de la stratégie territoriale qui a été peu abordée en dehors d'embarquer les acteurs publics, qui n'est toujours pas évident, mais aligner la stratégie par rapport aux besoins et attentes à la suite de cette phase d'exploration peut être difficile à faire passer et peut réaligner la stratégie. Combien de personnes a compris cette communauté? Oui, bien sûr. Au moment où les choses atterrissent, mais il faut laisser François parler parce que c'est lui qui est beaucoup plus à la manœuvre maintenant de la période d'atterrissage. Mais moi, si je réponds simplement par analogie à d'autres endroits où les atterrissages sont toujours des moments effectivement, si ce n'est douloureux, du moins, comment dire, stratégiques au sens où il y a des choix à faire, bien sûr. Mais on a coutume de dire en programmation, et ça c'est vraiment un discours de fond qu'il faut clairement assimiler, que s'il n'y a pas de fil rouge
programmatique initial, co-construit, alors de toute façon, on a encore moins de chances d'aller dans une direction stratégique, n'est-ce pas? Même si derrière, il y a des choses qui invalident, qui affaiblissent ou qui pour donner le cas très précis de la MEL, moi je ne sais pas où on ira et je ne sais pas s'il y aura un grand parc des bords de Dole. Mais si on fait un sondage aujourd'hui, je mets ma main à couper que vous aurez sur le haut de la pile le grand parc des bords de Dole. Je ne sais pas, François, on verra ce qu'il en pense. Mais si on pose la question aux gens, bien entendu qu'ils ont une aspiration pour des lieux de destination, de loisirs, de bien-être, donc, et en plus, on est au bord d'un cours d'eau, et en plus, c'est le seul endroit où on peut vraiment respirer, où on a des vues lointaines, dans la ville constituée. Donc, il y a 1000 raisons objectives et affectives pour que ce lieu-là soit ciblé sur cette intention-là, d'accord? De la part des usagers. Maintenant, si le maire, il a comme injonction, s'il vous plaît, vous me sortez du logement parce que, et vous me résorbez ces friches, plus exactement, s'il vous plaît, vous me résorbez ces friches, c'est pas beau, ça fait tâche, on ne peut pas rester avec des friches en pleine zone urbaine de la métropole européenne de Lille, comme il se l'est entendu dire pendant 10 ans, et sans pouvoir vraiment répondre à ces injonctions, parce qu'il y avait peu d'acteurs qui s'intéressaient à ce territoire-là, à ce moment-là, pour X raisons, et que maintenant il est devenu beaucoup plus attractif et tout d'un coup vous avez le rush des acteurs de l'immobilier, ben oui, si lui n'a que cette injonction initiale, ensuite il fait des projets urbains en coup par coup, moi je mets à nouveau ma main à couper que ce sera moins bien que s'il y a eu au milieu, à un moment donné, une démarche où il y a eu une ouverture vers la société civile, où il y a eu l'expression d'une intention qualitative d'usage particulier. Ce qu'il en restera, ben, c'est toujours mieux que rien du tout. Voilà, je vais le dire comme ça. Il faut on ne peut pas discréditer systématiquement ce type de démarche sous prétexte qu'elle n'atteigne pas les objectifs élevés ou les intentions vertueuses ou qualitatives élevées qu'elles se sont à un moment donné initial, ou les rêves qu'elles ont fédérés. Vous voyez ce que je veux dire? François, à toi. Oui, moi je peux compléter, effectivement, Léna, on n'a pas encore atterri, hein, bien entendu, mais il y a une réelle volonté de respecter et de garantir l'ambition qui a été co-construite, hein, et qui fait l'objet d'un récit. Après, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Et ces différentes intentions stratégiques, concrètement, ça veut dire quoi? Et on est en train de travailler sur des objectifs avec des niveaux d'atteinte de ces objectifs, des niveaux d'ambition. Donc, ça donne le là, en gros, de la forme du développement qui va se faire sur bord de Dole. Et on a différents maillons de la chaîne qui se mettent en place. On a eu cette ambition, cette vision qui est parfois peut-être qui sera peut-être un peu utopique parce qu'elle ne sera pas réalisable pleinement, parce qu'on voulait tout, hein, dans cette vision, effectivement. Néanmoins, on a le maillon suivant, c'est se questionner, c'est quoi la forme de développement qu'on veut par rapport aux intentions stratégiques qu'on a eues. Donc ça, c'est des questions qu'on est en train de formuler pour le comité de pilotage, donc pour les élus. C'est à eux de répondre à cette question. On ne leur demande pas d'y répondre tout de suite, mais qu'ils aient conscience que les formes qu'ils vont choisir, les choix qu'ils vont faire, auront des incidences sur la forme de leur développement, et qu'ils soient en pleine connaissance de cause, de savoir les choix qu'ils feront, quels effets ça aura. Et on est en train de... il y a un autre chantier qui s'appelle, qu'on appelle la spatialisation de l'ambition, et qui va faire l'objet d'une étude de maîtrise d'œuvre urbaine et qui va se dérouler sur 10 ans à partir de janvier. Donc, c'est quelque chose sur le long cours. Et là, on va continuer à explorer le territoire, à se re-questionner sur c'est quoi sa forme et comment on l'organise. Et donc là, on va avoir tous les outils de la programmation urbaine avec la question des vocations, mais aussi le plan guide, des plans de secteur. Donc là, on va revenir bien dans le champ de l'aménagement du territoire, mais en essayant, alors ça c'est moi j'aimerais bien qu'on continue comme ça, avec une approche en conservant ces principes qui étaient la co-construction et l'approche usagée, essayer de conserver ces principes fondateurs. Et ça, c'est une grosse part de mon boulot là, pour ces prochains temps.
à la démarche et pour garantir la promesse qu'on s'est faite collectivement. Est-ce qu'on se quitte sur ce mot de la fin? Est-ce que quelqu'un veut ouvrir son micro pour une dernière question? Oui, j'ai une question rapide, c'est Aurélie Gauthier. Bonjour à tous et merci pour ce retour d'expérience extrêmement intéressant. J'habite en banlieue sud. Je suis nouvellement conseillère à la transition municipale, à la transition écologique. Et je pense que cette approche-là, que je connais par ailleurs dans mon autre métier, ça mériterait d'être partagée parmi nous. Dans quelle mesure vous acceptez de témoigner pour une ville en France? Avec plaisir. C'est à moi qu'elle se pose la question. C'est un peu à vous tous. En fait, c'est un peu à vous tous, tout le groupe de présentateurs, pour voilà, vous mettre en relation, soit vous partager entre pairs de communes européennes. Voilà. Moi, je suis tout à fait ouvert à venir parler de la démarche, de faire ce retour d'expérience, hein, et, en compagnie d'Annabelle et Léna, hein, bien entendu, parce que Bien sûr. pour cette première phase, ça c'est certain. Le premier atelier qu'on a fait, c'est fait à l'Olympia. Bon, pas à l'Olympia de Paris. Mais du coup, on peut partir en tournée. François a l'air d'accord, donc c'est parti. Il n'y a pas de souci, Aurélie, on arrive. Vous êtes situés tous au même endroit? Alors avec Léna, on est à Paris, parisienne. pas loin. Nicolas est à Nantes et François est À Lille. Ok. Bon, eh ben, c'est une super bonne nouvelle. Donc, j'ai envoyé vous allez voir des messages de ma part pour me connecter et j'ai votre numéro de téléphone. Donc, je vais voir dans quelle mesure je peux organiser ça. Parce que moi, j'en ai envie et il faut que je convainque maintenant d'autres personnes qui sont peut-être moins portées encore sur cette manière innovante de travailler, mais qui pourtant, il y en a. Une fois qu'on l'a connue, on n'a pas envie de revenir en arrière. Je l'ai Exactement. entendu. Donc voilà. Merci beaucoup. Ben oui, c'est nous. Ok. Eh bien, sur ce, je crois qu'on peut se remercier et tous et souhaiter que ces méthodes se disséminent le plus possible. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. journée. Nicolas, tu veux dire quelque chose? Juste pour finir, pour vous dire que ce sont des rendez-vous réguliers. C'est le tout premier Oui, t'as webinaire raison. qu'on faisait. L'idée, c'est, on verra, hein, sur la fréquence. Le prochain, c'est le 24 novembre. Ce sera sur la revitalisation d'un cœur de ville, Odos, 3500 habitants, donc un cadre très différent. Et donc voilà, c'est ce qu'on veut essayer de vous proposer dans les prochaines semaines et prochains mois. Des témoignages avec des partages d'expériences très très différents et enrichissants, voilà, et conviviaux surtout aussi. Donc merci à tous et à bientôt. À Merci. bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci, bon après-midi. Au revoir. Au revoir.